Bienvenue dans la leçon 4 du module 2 de chimie, transformation non totale d'un système chimique. La leçon est intitulée Transformation associée à des réactions acido-basiques en solution aqueuse. Puis, la dernière partie, on va parler du dosage. Première partie de cette leçon, on va parler de l'eau solvant des réactions acido-basiques, c'est-à-dire l'eau est comme solvant. On va parler d'une réaction qui se passe dans l'eau pure, qui s'appelle l'autoprotolyse de l'eau. On sait bien que les molécules d'eau sont à la fois acides et basiques, que la molécule d'eau peut jouer le rôle d'un acide dans ce couple et le rôle d'une base dans l'autre couple. Donc à l'intérieur de l'eau pure, il y a des molécules qui se comportent comme un acide et les autres qui se comportent comme une base. Donc l'une d'eux va perdre un proton H+, et l'autre va le capter. On peut dire que dans l'eau, il se passe la réaction entre les molécules d'eau. Cette molécule qui se comporte comme un acide va libérer un proton H+. L'autre qui se comporte comme une base va capter le H+, libéré par l'autre molécule pour donner H3+. Et on a comme équation bilan H2O plus H2O donne H3+, plus H en moins. Donc cette réaction écrite s'appelle réaction d'autoprotolyse de l'eau. On l'écrit autrement, au lieu d'écrire H2O plus H2O, on écrit 2 H2O qui donnent H3+, plus H en moins. Ceci veut dire que l'eau pure conduit le courant électrique, mais il le conduit faiblement à cause de l'existence d'une faible quantité d'ions H3+, et d'ions H en moins. Donc l'eau pure conduit très faiblement le courant électrique. Il contient des ions oxonium et des ions hydroxyde en très faible quantité. Donc à savoir une chose, que maintenant toute réaction acido-basique elle est accompagnée de l'autoprotolyse. Cela veut dire que si on veut faire l'inventaire des espèces chimiques, chaque fois où il y a H3+, il faut toujours écrire avec H en moins, même s'il n'est pas dans la réaction étudiée. C'est-à-dire que H3+ et H en moins sont toujours présents dans toutes les solutions aqueuses. Cette réaction d'autoprotolyse est un équilibre chimique. Elle possède ce qu'on appelle une constante d'équilibre. Cette constante d'équilibre sera égale à la concentration de H en moins fois celle de H3+, et on n'aura pas de concentration de H2O puisque c'est un solvant. La constante d'équilibre de l'autoprotolyse a un nom spécial. Elle s'appelle le produit ionique de l'eau. Donc le produit ionique de l'eau n'est que la constante d'équilibre de l'autoprotolyse. Alors cette constante d'équilibre, elle est notée KE. Donc au lieu de dire la constante d'équilibre de l'autoprotolyse, on dit tout simplement le produit ionique de l'eau, elle est notée KE. KE égale concentration H3+ à l'équilibre fois H en moins à l'équilibre. Cette valeur, elle est petite, de l'ordre 10-14, 10-15, 10-13. On lui associe une grandeur qui s'appelle pKe pour simplifier le calcul. Le pKe, c'est moins log de KE. pKe, c'est moins log de KE. C'est-à-dire que le KE, c'est 10 puissance moins pKe. Donc, si on veut calculer la valeur du pKe, on prend moins log de KE. Si on a le pKe, on peut calculer la valeur du produit ionique. Ce produit ionique ne dépend que de la température. C'est la même chose que la constante d'équilibre. Il ne va pas changer de valeur que si je change de température. Une deuxième chose, ce produit ionique à une température donnée possède toujours la même valeur quelle que soit la nature de la solution. C'est-à-dire que la solution soit acide, basique ou neutre, il possède la même valeur de KE à la même température. Ce qui va changer dans les trois solutions, c'est la valeur des concentrations H3+ et H en moins. Ils vont varier, mais leur produit reste constant. Donc le produit ionique de l'eau est constant dans toutes les solutions aqueuses diluées. Donc cette valeur ne change que si on change la température. Le tableau suivant va nous donner quelques valeurs de KE et de pKe à différentes températures. Si on prend 0 degré Celsius, KE est 1,1 10-15, moins log KE est pratiquement égal à 15.
À 25 degrés, c'est 1,010 moins 14, le pKe égale à 14. Donc, il est plus facile de manipuler les valeurs de pKe que Ke. Ce sont des valeurs usuelles. Après avoir parlé de l'autoprotolyse de l'eau et la constante d'équilibre qui s'appelle le produit ionique de l'eau et la définition du pKe qui n'est autre que moins log de Ke, on va maintenant parler du critère qu'on va choisir pour classifier la solution en acide, basique ou neutre. C'est ce qu'on appelle échelle de pH. À savoir, les années précédentes, vous disiez qu'une solution est acide si son pH est inférieur à 7, elle est neutre si son pH égale à 7, et basique si pH est supérieur à 7. À savoir maintenant que ceci n'est vrai qu'à 25 degrés Celsius. Donc, si la température change, le critère change. Donc, il faut choisir quelque chose qui reste valable pour toutes les solutions à n'importe quelle température. Donc, le critère pour classifier les solutions en solutions acides, neutres et basiques, c'est la comparaison de la concentration des ions H3O+, et des ions HO-. Alors, une solution est neutre si la concentration des ions H3O+, est égale à la concentration des ions HO-. Cette égalité entraîne une deuxième égalité. C'est que toutes les solutions qui vérifient cette condition ont leur pH égal à pKe sur 2. On va vous donner la démonstration de cette relation. Pour toutes les solutions acides, la concentration des ions H3O+ est supérieure à celle de HO-. Et toutes les solutions acides, quelle que soit leur température, vérifient la relation suivante. pH est inférieur à pKe sur 2. Je peux en déduire maintenant quand est-ce qu'une solution est basique. C'est lorsque la concentration de H3O+ est inférieure à celle de HO-. Donc, ça veut dire la valeur du pH est supérieure à pKe sur 2. Donc, cette relation comparaison pH, pKe sur 2 est valable quelle que soit la température. Il faut seulement connaître la valeur du pKe à la température demandée. Le tableau suivant va nous montrer comment trouver cette relation. Commençons par exemple par la solution où H3O+ égale à HO- en concentration. Donc, si H3O+ égale à HO-, le produit ionique Ke devient égal à H3O+ au carré. Après, je fais le logarithme de H3O+ au carré égale logarithme de Ke. C'est cette ligne. D'après les propriétés du logarithme, 2 logarithmes de H3O+ égale à log de Ke. Je multiplie par moins 1 de part et d'autre, ça me donne moins 2 log H3O+ égale moins log Ke. Je divise par 2, ça me donne moins log H3O+ égale moins log Ke sur 2. Or, moins log H3O+ n'est autre que pH. Et moins log de Ke n'est autre que pKe. Donc, toute solution qui vérifie cette condition, c'est-à-dire concentration H3O+ égale concentration HO-, on trouve que son pH égale à pKe sur 2. Prenons par exemple une solution acide, où la concentration de H3O+ est supérieure à celle de HO-. Donc à ce moment-là, le H3O+ au carré il est supérieur à Ke. C'est-à-dire ce que je vais faire, je vais multiplier par H3O+ ici, H3O+ là, à droite et à gauche. Ça donnera H3O+ au carré supérieur à Ke. Je mets le logarithme de H3O+ au carré est supérieur à log de Ke. Le logarithme est une fonction croissante, il va garder l'inégalité supérieure. Donc 2 log H3O+ est supérieur à log Ke. En multipliant par moins 1, supérieur devient inférieur et j'ai moins 2 log H3O+ inférieur à moins log Ke. Je divise par 2. Moins log H3O+ inférieur à moins log Ke sur 2. D'où pH est inférieur à pKe sur 2. Donc toute solution dont la concentration H3O+ est supérieure à celle de HO- a un pH inférieur à pKe sur 2. On va faire la même chose pour les solutions basiques. Au lieu d'avoir H3O+ supérieur à Ke, on aura H3O+ au carré inférieur à Ke. Maintenant, prenons des exemples. Si je prends
25 degrés Celsius. Le pKe est égal à 14. Donc, toutes les solutions neutres ont un pH égal à pKe sur 2, c'est-à-dire égal à 7. C'est ce que vous saviez déjà. Mais vous ne saviez pas que c'était à 25 degrés Celsius. Pour les solutions acides, le pH est inférieur à pKe sur 2, c'est-à-dire inférieur à 14 sur 2, c'est-à-dire à 7. Les solutions basiques ont un pH supérieur à pKe sur 2, c'est-à-dire supérieur à 14 sur 2, donc supérieur à 7. Mais si on change la température, on prend par exemple 60 degrés Celsius, le pKe n'est plus égal à 14, il est égal à 13. Les solutions sont neutres pour un pH égal pKe sur 2, c'est-à-dire 13 sur 2, c'est 6,5, au lieu de 7 de tout à l'heure. Donc, si je change la température, le pH de la solution neutre change. Mais l'égalité pH égale pKe sur 2 reste valable quelle que soit la température. Pour les solutions acides, le pH il est inférieur à 6,5. Pour les solutions basiques, il est supérieur à 6,5. On va parler dans le deuxième paragraphe d'une constante appelée constante d'acidité. C'est une grandeur spécifique à un couple acide-base. Donc, cette constante d'acidité, elle est définie pour un couple et son expression reste la même quel que soit le couple acide-base. Mais sa valeur change si on change le couple acide-base. On appelle la constante d'acidité d'un couple acide-base la constante définie par la formule suivante. Elle est appelée Ka et elle est égale à la concentration de H3O+ à l'équilibre fois la concentration de la base du couple sur la concentration de l'acide du couple. Cette constante ne dépend pas de l'écriture de l'équation chimique. C'est-à-dire, si je vous dis de calculer la constante d'acidité, vous devez mettre toujours cette formule, quelle que soit la réaction que vous écrivez. Ça ne dépend que de la concentration de la base et la concentration de l'acide du couple et la concentration des ions oxonions. La constante d'acidité est sans unité. Mais pour la calculer, vous devez prendre la valeur de cette concentration lorsqu'elle est exprimée en mol par litre. Donc on dit que Ka est une grandeur sans unité, où les concentrations doivent être exprimées en mol par litre. Ces constantes d'acidité sont très petites. On leur associe une grandeur appelée pKa. Cette grandeur appelée pKa n'est autre que moins log de Ka, comme tout à l'heure pour le pKe. Donc le pKa c'est moins log de Ka, le Ka c'est 10 puissance moins pKa. Donc je peux calculer le pKa en connaissant Ka et inversement. On peut se demander à quoi ça va servir cette constante d'acidité. La première chose à laquelle elle sert, c'est de comparer la force des acides et des bases entre eux. C'est-à-dire si j'ai deux acides faibles, je peux comparer leur force en comparant leur constante d'acidité. De même pour les bases, je peux comparer la force de deux bases en comparant la valeur de leur constante d'acidité. Petit b, force des acides et des bases, classification des couples acide-base. On va avoir des questions qui nous demandent de comparer la force de deux acides ou bien de deux bases. Pour cela, on peut les comparer en comparant leur constante d'acidité. Deuxième paramètre qui permet de comparer la force des acides et des bases, c'est la valeur du pH. Mais pour le pH, on a une condition. C'est que les deux solutions doivent être de même concentration. Donc, commençons par la force des acides. Plus l'acide est fort, plus son Ka est grand. Donc, le pKa, il est petit. Deuxième chose, à concentration égale, la solution de l'acide le plus fort a le pH le plus petit. Donc, on peut vous demander de comparer la force de deux acides et en vous donnant leur Ka. Donc, celui qui possède la plus grande valeur de Ka est l'acide le plus fort des deux. On peut vous donner au lieu de Ka le pKa. N'oubliez pas que pKa égale à moins log de K, il y a un signe moins. Donc, si Ka est grand, le pKa est petit. Plus le pKa est petit, plus l'acide est fort. On peut vous donner le pH de deux solutions et on vous demandera de comparer la force des deux acides. À ce moment-là, pour cette question, il faut que les deux solutions aient la même concentration. Donc, si j'ai deux solutions qui ont la même concentration,
la solution qui a le pH le plus petit correspond à l'acide le plus fort. Pour les bases, c'est totalement le contraire. On dira que plus la base est forte, plus son Ka est petit. Donc le pKa grand. La même chose, à concentration égale, la solution de la base la plus forte a le pH le plus grand. Donc il suffit de retenir la force des acides pour en déduire la force des bases. Plus Ka est grand, plus l'acide est fort. Plus Ka est petit, plus la base est forte. Le schéma suivant résume ce qu'on vient de dire. Si le pKa augmente, c'est la force de la base qui augmente. C'est le sens croissant de la force d'une base. Lorsque Ka augmente, c'est la force de l'acide qui augmente. Donc maintenant, la constante d'acidité sert à comparer la force des acides. Le deuxième point auquel sert la constante d'acidité, c'est de calculer la constante d'équilibre d'une réaction chimique. À savoir, pour calculer la constante d'équilibre, on doit connaître la concentration des produits et des réactifs à l'équilibre. Mais dans la majorité des cas, on nous demande de calculer cette constante sans avoir les concentrations des réactifs et des produits à l'équilibre. À ce moment-là, on utilise la constante d'acidité pour pouvoir calculer la constante d'équilibre. Donc prenons une réaction acido-basique entre deux couples, appelés A1B1 et A2B2. Cette réaction est la suivante. L'acide du couple 1 réagit avec la base du couple 2. La constante d'équilibre de cette réaction s'écrit K égale la concentration de A2 fois celle de B1 sur celle de A1 fois celle de B2. Le premier cas simple, c'est d'avoir ces concentrations, ce qui n'est pas le cas dans la majorité des exercices. Pour cela, on va essayer d'écrire ça d'une autre façon. Je vais réécrire K en multipliant par H3+, et divisant par H3+. C'est-à-dire, on va exprimer la constante d'équilibre K en fonction de KA1 du couple 1 et KA2 du couple 2. Pour ça, je multiplie par H3+ en haut et en bas et je vais l'écrire sous forme d'un produit. H3+ fois B1 sur A1. J'ai pris ces deux-là et j'ai multiplié par H3+. Multiplié par ce qui reste, c'est A2 sur B2 fois H3+. Cette expression n'est autre que la constante d'acidité du premier couple, celui-là. Car la constante d'acidité, c'est H3+ fois la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Par contre, le deuxième terme, ce n'est pas la constante d'acidité, c'est son inverse. C'est 1 sur Ka2, c'est-à-dire l'inverse de la constante d'acidité du deuxième couple. Donc, le K est égal à Ka1 fois 1 sur Ka2, c'est-à-dire Ka1 sur Ka2. On peut exprimer Ka2 en fonction de pKa2. De même pour Ka1. Donc finalement, je peux écrire que la constante d'acidité égale 10 puissance pKa2 lorsqu'il va passer au numérateur, moins pKa1. Et comme ça, en connaissant la valeur de Ka2, Ka1 ou bien pKa2 et pKa1, je peux calculer la constante d'équilibre de cette réaction. C'est une question très fréquente dans les exercices des acides et des bases en terminale. Le paragraphe suivant, on va parler des formes prédominantes de l'acide ou de la base, connaissant le pH et le pKa. J'explique ce titre. Dans cette partie, on va déterminer l'espèce qui est dominante par rapport à l'autre, c'est-à-dire soit l'acide est dominant dans la solution ou bien la base qui est dominante. Soit l'acide est majoritaire ou bien c'est la base. Et ceci, rien qu'en comparant le pH et le pKa. Mais avant tout, on va déterminer une relation entre le pH et le pKa. Cette relation va nous aider à déterminer quelle est la forme prédominante. On peut se demander pourquoi connaître la forme prédominante. Tout simplement, parfois on a besoin de faire des approximations, c'est-à-dire de négliger des concentrations devant les autres concentrations. Donc il faut savoir quelle est l'espèce qui est majoritaire et quelle est l'espèce qui est minoritaire pour pouvoir faire cette simplification ou bien cette approximation. Mais avant tout, on va déterminer la formule entre le pH et le pKa. Donc je vais commencer par
l'expression de la constante d'acidité, c'est la base fois H3+ sur l'acide, leur concentration à l'équilibre. Je fais le logarithme de Ka, ça va me donner le logarithme de ce rapport plus le logarithme de H3+. Ce sont les propriétés du logarithme. Donc, je vais faire passer le logarithme de ce côté-là, il devient moins, et log de Ka de l'autre côté, il devient moins log Ka. Donc, moins log H3+, égale moins log Ka plus log de la concentration de la base sur celle de l'acide. Du même coup. Le moins log H3+, c'est le pH. Le moins log Ka, c'est le pKa. Donc, la formule est la suivante. pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. J'attire votre attention sur le type de questions qui peuvent être posées pour cette formule. Si on vous demande d'établir la relation entre le pH et le pKa, vous allez refaire cette démonstration qui est écrite ici dans cette ligne et la deuxième ligne. Si vous avez besoin de calculer le pH ou le pKa connaissant les autres grandeurs, vous allez utiliser cette formule sans démonstration. Donc, à retenir, pH égale pKa plus log de la concentration de la base à l'équilibre sur celle de l'acide à l'équilibre. N'oublions pas que l'espèce basique et l'espèce acide appartiennent au même groupe. Maintenant, une fois qu'on connaît maintenant la relation entre pH et pKa, on va définir l'espèce prédominante. Donc, tout simplement, une espèce est prédominante si sa concentration est supérieure. Ça veut dire, si je dis que l'acide est prédominant, ça veut dire que sa concentration est supérieure à celle de la base. Et inversement. Donc, on considère qu'une forme domine devant une autre forme si sa concentration est supérieure. Dans notre cas, il y a deux possibilités. Soit que c'est l'acide qui prédomine, soit c'est la base. Donc, si la concentration de l'acide est supérieure à celle de la base, c'est la forme acide est prédominante devant la forme basique. Sinon, c'est l'inverse, c'est-à-dire la forme basique est prédominante devant la forme acide. On va exploiter cette inégalité pour trouver quelle relation doit lier pH et pKa pour dire que la forme acide est prédominante. Donc, on va trouver une relation entre la valeur du pH et du pKa pour pouvoir dire l'espèce prédominante. Ce qu'on va faire peut être demandé dans un exercice, c'est-à-dire la démonstration. Sinon, on utilise directement le résultat. Si la concentration de la base est supérieure à celle de l'acide, c'est-à-dire si la base est prédominante. Donc, le rapport A- sur AH, il est supérieur à 1. Si je fais le logarithme de ce rapport, il est supérieur au logarithme de 1. Et le logarithme de 1, c'est 0. Donc, log de A- sur AH est supérieur à 0. D'après l'étape précédente, on avait pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. La base ici, c'est A-, l'acide, c'est AH. Donc, je peux dire que le logarithme de la base sur l'acide n'est autre que pH moins pKa. Donc, je vais remplacer ça par pH moins pKa. Donc, le pH moins pKa, il est supérieur à 0, soit pH supérieur à pKa. Donc, dans toutes les solutions où le pH est supérieur au pKa, la base est la forme prédominante. On peut refaire la même démonstration si l'espèce acide prédomine, c'est-à-dire que la concentration de la base elle est inférieure à celle de l'acide. Donc, le rapport A sur AH est inférieur à 1. Donc, le logarithme de A- sur AH est inférieur à 0. Or, le logarithme de la base sur l'acide n'est que pH moins pKa inférieur à 0. Soit le pH inférieur à pKa. Donc, si je compare la valeur du pH et du pKa et je trouve que le pH est inférieur à pKa, alors c'est l'espèce acide qui domine. Le troisième cas, où aucune espèce ne domine l'autre, c'est lorsqu'ils ont la même concentration. On en déduit que le pH égale au pKa. Donc, ces trois phrases suffisent pour répondre à la question « Quelle est l'espèce prédominante ?» Vous dites que la base est l'espèce prédominante si le pH est supérieur à pKa. C'est l'acide qui prédomine si le pH est inférieur à pKa. Et ils ont la même concentration si le pH égale à pKa. Il y a un diagramme qui résume ces trois situations. Il s'appelle le diagramme de prédominance. Il est souvent demandé dans les exercices de tracer le diagramme de prédominance des espèces chimiques. Pour tracer le diagramme de prédominance,
il suffit de tracer un axe de pH sur lequel on met la valeur du pKa et la partie du pH qui est inférieure au pKa, on l'appelle zone de prédominance de l'acide. C'est-à-dire dans cette partie, la concentration de l'acide est supérieure à celle de la base. La partie dont le pH est supérieur au pKa, c'est la zone de prédominance de la base. La concentration de la base est supérieure à celle de l'acide. Lorsque le pH est égal au pKa, l'espèce acide et l'espèce basique du même couple ont la même concentration. Donc, à savoir, par cœur, que si le pH est supérieur au pKa, c'est la base qui prédomine. Sinon, c'est l'acide qui prédomine. Et connaître comment tracer le diagramme de prédominance. Il y a un deuxième diagramme qui s'appelle le diagramme de distribution. Ce diagramme de distribution représente le pourcentage de l'acide et de sa base conjuguée en fonction du pH. Donc, c'est un diagramme qui représente la variation du pourcentage de la concentration de l'acide et de la base en fonction du pH. Maintenant, la définition du pourcentage d'une espèce acido-basique chimique dans une solution, il est défini de la façon suivante. Le pourcentage de l'acide est égal à la concentration de l'acide sur la somme de la concentration de l'acide et de sa base conjuguée multipliée par 100. De même pour le pourcentage de la base, c'est la concentration de la base sur la somme des concentrations de l'acide et de la base multipliée par 100. On ne va pas nous demander de tracer ce diagramme. On va nous donner ce diagramme déjà tracé et on va l'exploiter. Ce diagramme a l'allure suivante. Un axe de pourcentage et un axe de pH. Lorsque le pH est faible, c'est l'acide qui domine. Plus le pH augmente, plus le pourcentage de l'acide diminue. En contrepartie, le pourcentage de la base augmente. Il y a un point d'intersection entre le pourcentage de l'acide et celui de la base. C'est-à-dire que cette expression égale à celle-là. Ceci conduit à concentration de l'acide égale celle de la base. Et d'après le paragraphe précédent, si les deux concentrations sont égales, alors pH égale pKa. Donc le point d'intersection ici correspond à 50%. Et la valeur du pH ici correspond à la valeur du pKa. Donc, dans un diagramme de distribution, on peut vous demander de calculer le pKa du couple. Il suffit de prendre l'abscisse de l'intersection des deux courbes. Cette abscisse correspond à la valeur du pKa. Ce qu'on a vu maintenant, on va l'appliquer aux indicateurs colorés. Les indicateurs colorés, ce sont des espèces qui changent de couleur en fonction du pH. Donc, on peut les définir de cette façon. Un indicateur coloré acido-basique est un couple acide-base dont la forme acide et la forme basique ont des couleurs différentes. Cette définition est caractéristique aux indicateurs colorés acido-basiques. Alors, si je symbolise l'indicateur par HI-end, H pour dire la forme acide, end c'est l'abréviation de l'indicateur, et end moins. En perdant H+, il devient la base conjuguée. Donc HI-end c'est la forme acide, I-end moins c'est la forme basique. On a dit que l'espèce acide et l'espèce basique de l'indicateur coloré ont des couleurs différentes. Donc la couleur de l'indicateur dépend du rapport concentration de la forme basique de l'indicateur sur la concentration de la forme acide de l'indicateur. On se rappelle que ce rapport existe dans la relation entre le pH et le pKa. Donc, dire qu'il dépend de ce rapport, c'est-à-dire il dépend de la valeur du pH. On sait bien que le pH égale au pKa plus log de la concentration de la base sur celle de l'acide. Donc, dire qu'il dépend de ce rapport, c'est dire aussi qu'il dépend du pH, puisque le pKa est une constante. Pour que la couleur d'une forme domine, il ne suffit pas que la concentration de cette forme soit supérieure à la concentration de l'autre forme. On admet que la couleur d'une forme domine lorsque sa concentration est 10 fois supérieure à la concentration de l'autre forme. On admet qu'une forme impose sa couleur si sa concentration est 10 fois plus grande que l'autre.
On va exploiter cette condition pour trouver quelle relation existe entre le pH et le pKa pour avoir la forme de la couleur acide ou bien la forme de la couleur basique. Donc la forme basique impose sa couleur lorsque sa concentration est 10 fois supérieure à celle de l'acide. Donc le rapport concentration basique sur concentration acide est supérieur à 10. Si je divise A- par AH, ça donne une valeur supérieure à 10. Le logarithme de ce rapport est supérieur au logarithme de 10. Et le logarithme de 10, c'est 1. Or, le logarithme de la concentration de la base sur l'acide n'est autre que le pH moins le pKa de l'indicateur. Donc, cette relation implique que le pH moins pKa de l'indicateur est supérieur à 1, soit pH supérieur au pKa plus 1. Donc, si le pH de la solution est supérieur au pKa de l'indicateur plus 1, la solution va prendre la couleur de la forme basique. Maintenant, la forme acide impose sa couleur dans le cas contraire, c'est-à-dire AH est supérieur 10 fois à A-. Donc, la concentration de la base divisée par celle de l'acide, il est inférieur à 1 dixième. En mettant le logarithme de la concentration de la base sur celle de l'acide, il est inférieur à moins 1, c'est-à-dire inférieur au logarithme de 1 dixième. Le logarithme de 1 dixième, c'est le logarithme de 1 moins le logarithme de 10. Le logarithme de 1 égale à 0, moins le logarithme de 10, c'est moins 1. Or, le logarithme de la concentration de la base sur l'acide, c'est pH moins pKa, il est inférieur à moins 1, soit finalement le pH inférieur au pKa moins 1. Donc, de la même manière, si le pH il est inférieur au pKa moins 1, c'est la couleur de l'acide qui prédomine. Maintenant, si le pH n'est pas supérieur à pKa plus 1, il n'est pas inférieur à pKa moins 1. Il se trouve entre pKa plus 1 et pKa moins 1. Lorsque le pH se trouve dans cet intervalle pKa plus 1, pKa moins 1, s'appelle zone de virage de l'indicateur. Donc cette zone-là, il part de pKa moins 1 jusqu'à pKa plus 1. Donc si je suis au-dessous de pKa moins 1, c'est la couleur de la forme acide qui domine. Si on est supérieur au pKa plus 1, c'est la couleur de la forme basique qui domine. Si on est entre les deux, on appelle ça zone de virage de l'indicateur. Il y a un diagramme qui résume cette situation. Un axe de pH sur lequel on met le pKa, la valeur du pKa de l'indicateur, pKa plus 1, pKa moins 1. Donc, dans cet intervalle, c'est la couleur de la forme acide qui domine. Dans cet intervalle, c'est la couleur de la forme basique qui domine. Si on est dans cet intervalle, on appelle ça zone de virage. C'est-à-dire que la couleur vire de la couleur de la forme acide vers la couleur de la forme basique. Lorsque le pH égale au pKa, la solution prend une teinte appelée teinte sensible. Donnons quelques exemples d'indicateurs colorés et leurs zones de virage. Ces trois exemples sont les plus fréquents qu'on va utiliser cette année. Alors ça, c'est la couleur de la forme acide, zone de virage, la couleur de la forme basique. On va parler d'un indicateur qui s'appelle la phénolphthalaïne. La phénolphthalaïne, sa forme acide, elle est incolore. Sa zone de virage, c'est entre 8,2 et 10. La couleur de la forme basique, elle est rose. Ceci veut dire, si le pH est inférieur à 8,2, la solution elle est incolore. Si le pH est supérieur à 10, la solution prend une couleur rose. Le deuxième indicateur aussi utilisé, le bleu de bromothymol, qu'on appelle BBT. Donc si le pH est inférieur à 6, la couleur elle est jaune. S'il est supérieur à 7,6, il est bleu. Un dernier indicateur appelé héliantine. La forme acide a une couleur rouge, la forme basique a une couleur jaune et la zone de virage c'est entre 3,1 et 4,4. Lorsque le pH est inférieur à 3,1, la couleur de la solution est rouge. S'il est supérieur à 4,4, la couleur de la solution elle est jaune. On arrive maintenant à la dernière partie de ce cours, c'est le titrage pH métrique. Pour tout ce qui concerne le titrage d'une façon générale, je vous renvoie vers la capsule concernant
le dosage en chimie. Vous allez voir son lien apparaître sur la vidéo à droite en haut. Première chose à connaître, l'objectif d'un titrage. L'objectif du titrage est de retrouver la concentration d'une solution acide ou basique, c'est-à-dire de calculer soit Ca, la concentration d'une solution acide, ou bien Cb, la concentration d'une solution basique. Deuxième point, doser une solution par exemple d'acide consiste à déterminer la concentration de cet acide dans cette solution. Si on vous dit dans un exercice on dose un acide, l'objectif final, c'est calculer la concentration de cet acide dans la solution. Si on dit doser une solution basique, ça revient à calculer la concentration de cette base dans la solution. Le point le plus important dans un titrage, c'est le point d'équivalence. À retenir la définition suivante, il y a équivalence lorsque les réactifs sont mélangés dans les proportions stoichiométriques de la réaction de dosage. Autrement dit, à l'équivalence, les réactifs sont tous des réactifs limitants, que ce soit l'espèce titrante ou bien l'espèce titrée. Au cours du dosage, il y a une réaction chimique. Cette réaction possède les propriétés suivantes. Elle doit être rapide, totale et unique. Donc, une réaction qui ne satisfait pas ces trois conditions n'est pas une réaction de dosage. Si par exemple on vous demande dans un exercice montrer que cette réaction est une réaction de dosage, allez calculer la constante d'équilibre de cette réaction et vous allez voir que cette constante elle est très supérieure à 10 puissance 4, ce qui la rend totale. Donc si cette réaction est totale, alors il peut servir comme réaction de dosage. La deuxième chose à savoir, c'est le montage et le principe du dosage. On a besoin d'une burette graduée. Cette burette, il contient la solution titrante à l'intérieur. Donc la solution qui existe dans la burette, on connaît sa concentration. Puis on a besoin d'un bécher qui contient la solution titrée. Donc la solution qui est dans le bécher a une concentration inconnue. Puis on a besoin d'un agitateur magnétique. Et cet agitateur va faire bouger un turbulent pour homogénéiser la solution. Et pour poursuivre ce dosage en mesurant le pH de la solution dans le bécher, on introduit dans le bécher une électrode du pH mètre. Et comme ça, au fur et à mesure qu'on ajoute la solution titrante, le pH varie et on le note à partir du pH mètre. Ce montage, il est parfois demandé dans les exercices, ou bien on nous demande de mettre la notation du schéma, c'est-à-dire de donner le nom de chaque constituant de ce montage. On peut dire que au cours de ce dosage, il y a variation du pH de la solution qui est dans le bécher. Comment on détermine la concentration d'un acide? Par exemple, je dose un acide, comment on détermine sa concentration? Ça restera le même principe même si on dose une base. Première chose à faire, il faut savoir que à l'équivalence, les deux espèces titrantes et titrées sont des réactifs limitants. C'est-à-dire à l'équivalence, les deux espèces sont mélangées en proportion stoichiométrique. Après, on va dresser le tableau d'avancement de la réaction de dosage. Ici, j'ai un acide qui réagit avec une base pour donner la base conjuguée de l'acide et l'acide conjugué de la base. Les trois lignes correspondent à l'état initial, l'état intermédiaire et l'état d'équivalence. À l'état initial, j'ai la quantité de matière d'acide, Na, qui est égale à CaVa. Et la quantité de matière de la base, Nb, Cb fois Vb. Et A-, elle est nulle. À l'état intermédiaire, j'ai CaVa moins X,
CB, VB moins X, c'est X. À l'état final, ou bien à l'état d'équivalence, CA, VA moins X à l'équivalence, CB moins VB ajouté à l'équivalence, moins XE, et ici c'est XE. L'eau, elle est en excès dans les solutions aqueuses. Puisque les deux réactifs sont des réactifs limitants, c'est-à-dire ils sont mélangés dans les proportions stéchiométriques à l'équivalence, on peut écrire que CAVA moins XE égale à 0. J'en déduis l'expression de XE de la première relation et de la deuxième relation. Donc, le CAVA égale au CB fois VBE. D'où la concentration de l'acide, c'est Ca égale CB VBE sur VA. Si c'était la concentration de la base, j'aurais ici une base plus H3 au plus. Et à ce moment-là, ce sera CB égale Ca fois VAE sur VB. Donc, de cette manière-là, on définit la concentration inconnue de l'acide ou bien de la base, si c'est la base qui est dosée. Pour calculer cette concentration, on a besoin du volume d'équivalence. Puisque le VA, c'est le volume de l'acide mis dans le bécher, il est donné dans l'énoncé. CB, c'est la concentration de la base qui est dans la burette, il est encore donné, c'est une valeur connue. Mais le VBE, on ne le connaît pas. On ne sait pas quel volume on a ajouté pour atteindre l'équivalence. Donc, on doit avoir une méthode pour déterminer le volume à l'équivalence. Donc, cette détermination, elle se fait de deux façons. La première façon, par la méthode des tangentes. Lorsqu'on parle de la méthode des tangentes, c'est une méthode qu'on utilise pour déterminer le volume versé à l'équivalence. Pour cela, on doit avoir la courbe qui représente la variation du pH en fonction du volume ajouté. Ici, dans cet exemple, la solution initiale est acide, donc je fais le dosage d'un acide par une base. Donc, pour déterminer le volume à l'équivalence, on prend une tangente dans cette partie-là, où le pH va devenir pratiquement constant. Je trace cette tangente que j'appelle T1 et une autre tangente parallèle à T1 dans la partie équivalente à cette partie. On l'appelle T2. Après, je prends une règle et je mesure la distance qui sépare T1 et T2. Je divise cette distance par 2 et je fais passer une droite au milieu de ce segment. Cette droite D coupe la courbe en un point appelé point d'équivalence. La projection de ce point sur l'axe des X me donne le volume à l'équivalence. Et sa projection sur l'axe des Y me donne la valeur du pH à l'équivalence. Donc, avec cette méthode, je peux déterminer le volume ajouté à l'équivalence et faire le calcul précédent. Il y a une deuxième méthode qu'on appelle la méthode de la courbe dérivée. La méthode de la courbe dérivée, au lieu de tracer la courbe qui donne les variations du pH en fonction du volume, on trace la dérivée du pH par rapport au volume. Elle a cette allure lorsque je fais le dosage d'un acide par une base. Ça veut dire que la courbe dérivée possède un maximum. La projection de ce maximum sur l'axe du volume me donne le volume à l'équivalence. Si je fais le dosage d'une base, c'est-à-dire que le pH initial, il est basique. Je prends une base sur laquelle j'ajoute un acide. Le pH diminue progressivement. Je peux utiliser la méthode des tangentes pour déterminer le point d'équivalence de la même manière que précédemment. Mais aussi, on peut utiliser la courbe dérivée, c'est celle-là. C'est le dpH sur dv. Cette courbe possède un minimum. Ce minimum correspond au volume d'équivalence. Donc, d'une façon générale, si j'ai la courbe dérivée, son extrémum correspond au volume à l'équivalence. Donc, soit l'abscisse du maximum
ou bien l'abscisse du minimum correspond à l'équivalence. L'abscisse de l'extrémum de cette courbe représente ou bien correspond à VE. On peut utiliser aussi un dosage colorimétrique. Je vous renvoie vers la capsule de dosage. Ce dosage colorimétrique ne nécessite pas un pH mètre, c'est-à-dire son montage est identique au précédent, mais sans pH mètre. Pour cela, on doit rajouter quelques gouttes d'un indicateur coloré dans le bécher. Et l'équivalence, elle est détectée par un changement de coloration. Si la couleur de la solution change, on arrête le dosage, on est arrivé au point d'équivalence. Pour un dosage acido-basique, l'indicateur convenable, c'est l'indicateur dont la zone de virage contient le pH à l'équivalence. Pour un dosage acido-basique, la zone de virage de l'indicateur coloré doit inclure le pH à l'équivalence. Donc, cela suppose que l'on connaisse la valeur du pH à l'équivalence. Connaissant la valeur du pH à l'équivalence, on va vous donner une liste d'indicateurs avec leur zone de virage et on vous dira choisir l'indicateur convenable à ce dosage. Il faut choisir l'indicateur dont la zone de virage contient le pH à l'équivalence. Le schéma suivant me donne deux indicateurs, un qui est convenable au dosage et l'autre non convenable. Donc le point d'équivalence se trouve ici. Cet indicateur coloré change de couleur dans cette zone. Et cette zone contient le point d'équivalence. Donc c'est un indicateur convenable. Alors que celui-là ne changera de couleur que lorsqu'on dépasse le point d'équivalence. Donc c'est pas un indicateur coloré convenable. La seule question dans cette partie, c'est connaissant le pH à l'équivalence, on vous demandera de choisir l'indicateur convenable connaissant la zone de virage. Un dernier type de dosage, c'est le suivi conductimétrique d'un titrage acido-basique. Alors ici, au lieu de suivre la variation du pH, on va suivre la variation de la conductivité. Le montage est le même que précédemment, mais au lieu d'avoir un pH mètre, on a un conductimètre. Donc, trois types de dosage. Soit un dosage pH métrique, soit colorimétrique, soit conductimétrique. Dans le cas d'un titrage conductimétrique, on suit la conductivité de la solution titrée au fur et à mesure qu'on y verse la solution titrante. Ceci permet la détermination de l'équivalence. Une fois que je connais l'équivalence, donc je peux déterminer le volume à l'équivalence, donc je peux faire le calcul de la concentration de l'acide ou bien de la base inconnue. Dans ce cas, on a des courbes de ce genre. Ces segments représentent la variation de la conductivité au cours du dosage. En général, dans un suivi conductimétrique, l'intersection de ces deux segments constitue le point d'équivalence et sa projection sur l'axe du volume nous donne le volume à l'équivalence, que ce soit dans ce cas ou bien dans l'autre cas. On dit, dans le cas d'un dosage acido-basique suivi par conductimétrie, l'équivalence est généralement donnée par l'intersection de deux droites de pentes différentes. Cette droite et celle-là ont des pentes différentes. Leur intersection constitue le point d'équivalence. La projection vous donne le volume à l'équivalence. C'est tout pour cette leçon. Transformation associée à des réactions acido-basiques en solution aqueuse, dosage. Merci de votre attention et à la prochaine leçon.